D'accord. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci à De vous. nous donner un petit peu de votre temps pour que ces petits enfants puissent écouter ce que vous avez à leur dire. J'ai pas spécialement envie de m'avancer sur ce que vous pourriez leur raconter. Donc, merci de faire avec eux, que je je participerai avec le petit groupe cette écoute active. C'est l'honneur à votre visite. Voilà. Merci Monsieur Verlinden de m'avoir invité. Merci Mesdames de Sutter et Madame Tilgat pour cet accueil. Pour moi, c'est la première fois que je fais une intervention comme ça, mais je fais partie d'un petit groupe de 7 ou 8 personnes qui vont dans les écoles et qui racontent un petit peu l'histoire de leurs parents pendant ce qui s'est passé pendant la guerre. Les parents, en général, ne sont plus là pour raconter leur propre histoire et donc nous avons pris l'initiative de nous raconter leur histoire à eux. C'est quelque chose qui, moi, m'émeut très fort parce que ça me concerne au premier degré. Ce sont mes parents, ma maman, mon papa. Je m'appelle donc Serge Schreiber, je suis belge, je suis né en Belgique, j'ai 71 ans, je suis juif, on peut en discuter, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai une épouse qui s'appelle Annette Katz, nous avons 2 enfants, Julien et Caroline, et Julien est le papa de 2 enfants dont je pense vous connaissez l'existence puisque c'est Georges et Adèle qui sont dans votre école. Alors, ma maman Hélène est née en Belgique, mais ses propres parents, donc mes grands-parents à moi, granny et grand-père, eux étaient nés en Pologne, et ils étaient en Pologne, ils avaient déjà 2 enfants, 2 garçons en Pologne, donc mes oncles, Henri et Clément. La Pologne est un grand pays au milieu de l'Europe, un pays où il y a encore maintenant environ 35 millions d'habitants, donc c'est à peu près 3 fois la population de la Belgique. Et pour des raisons qu'on peut discuter également, beaucoup de Polonais n'aimaient pas les étrangers, ou même les Polonais qui étaient d'origine étrangère. Je parle des gens qui venaient d'Ukraine, des gens qui venaient des Roms, des Tziganes, et également les Juifs, même s'ils étaient eux-mêmes nés en Pologne et qu'ils avaient des ancêtres polonais depuis longtemps. Et ne pas aimer les Juifs, ça veut dire, bien sûr, un sentiment, mais ça peut aussi être des actions. Et parmi les actions qu'il y avait à cette époque, il y avait des insultes dans les rues, on n'allait pas dans les magasins qui appartenaient à des Juifs, on allait parfois jeter des pierres dans les vitrines, et il y avait des discours assez virulents vis-à-vis des étrangers, mais des Juifs en particulier. Donc, la famille n'est pas très à l'aise dans ce contexte-là, et ma famille va fuir la Pologne en 1920 pour venir s'installer en Belgique, qui paraissait être quand même un pays plus sûr pour la population juive. Vous savez que en 1939 débute la Deuxième Guerre mondiale. Certains ont eu déjà des informations sur cette guerre, d'autres pas, mais je ne vais pas raconter toute la guerre. Mais en 1939, il y a un parti qui arrive au pouvoir en Allemagne, donc c'est le parti nazi avec sa tête Adolf Hitler, peut-être que c'est un nom que vous avez déjà entendu. Toujours est-il que à ce moment-là, non seulement on n'aime pas les juifs, mais dans le programme du parti nazi, il est écrit que non seulement on les aime pas, mais on doit s'en débarrasser. Et s'en débarrasser, c'est les exclure du pays, mais aussi s'en débarrasser de façon physique, les tuer. On doit tous les tuer. Bon. Ça devient donc de plus en plus dramatique pour les Juifs qui habitent dans les pays qui dépendent du parti nazi. Et donc le parti nazi ayant envahi d'abord la Pologne, puis la Belgique et la partie supérieure de la France,
mes parents sont donc en Belgique et ce n'est évidemment pas une situation facile. Donc à tout moment, les Juifs risquent d'être assassinés et à cette époque, il y a encore moyen de se déplacer. Ce ne sera plus le cas plus tard, mais à ce moment-là, il y a encore moyen de partir, de quitter le pays. Un certain nombre de Juifs qui ont les moyens vont traverser l'Atlantique, par exemple, et aller aux États-Unis, qui est un pays où ils savent qu'ils ont la paix. Mes grands-parents n'ont pas cette possibilité. Hein, ils sont avec une famille, avec deux fils qui sont mariés, une petite fille également. Enfin, ils décident de prendre le train et d'aller le plus loin possible de là où ils sont. Et le plus loin possible à cette époque, c'est le sud de la France. Donc ils prennent le train, ils vont le plus loin possible, et ils arrivent à Montpellier, qui est une petite ville donc sur la Méditerranée. Dans le deuxième temps, ils vont remonter, mais toujours dans la partie inférieure de la France, donc celle qui est considérée comme libre, donc qui n'est pas directement sous la coupe des nazis. Et à Lyon, là, ils vivent plus ou moins tranquillement. Ma maman, elle va à l'école, elle a votre âge, elle va à l'école à Lyon. Il faut savoir qu'à la même époque, dans la partie de l'Europe qui est déjà occupée par les nazis, les enfants, ils pouvaient pas aller à l'école. C'était interdit, enfin les enfants juifs étaient interdits d'école. Il y avait toute une série de mesures qui avaient été prises, parmi lesquelles l'interdiction pour les enfants juifs d'aller à l'école. À Lyon, mon grand-père, qui était un ouvrier qui travaillait dans la couture, et dans le cuir, était un coupeur, donc il coupait des pièces de tissu pour faire des vêtements, il coupait des pièces de cuir pour faire aussi des vêtements, pour faire des sacs, des valises, etc. Et il trouve un petit boulot chez un artisan qui fabrique des pièces de cuir, et il va travailler également donc comme coupeur à Lyon. Comme je vous l'ai dit, ma maman Hélène va à l'école, et mes oncles sont à Lyon aussi, et un de mes oncles, donc Henri, à ce moment-là, avec sa femme, ont un petit bébé qui va être une fille qui s'appelle Liliane, et qui est donc ma cousine Germaine, qui vit toujours à Lyon d'ailleurs, et qui m'a aussi aidé à reconstituer toute cette histoire. Évidemment, à l'époque, elle était un bébé, mais elle s'est renseignée par la suite sur l'histoire de la famille, et elle m'a donné beaucoup de détails qui sont importants. Au sud de la France, on appelle ça la France libre, parce qu'elle n'est pas, comme je vous ai dit, occupée par les nazis, mais le gouvernement français de la zone libre discute avec les nazis, et pour que les nazis acceptent que la France reste indépendante, ils doivent quand même donner des gages aux nazis, et un de ces gages, c'est de livrer aux nazis les juifs qui habitent dans le sud de la France. Et par exemple, il y a au départ ce qu'on appelle le service travail obligatoire. Donc les hommes qui sont capables de travailler sont enrôlés de force pour aller en Allemagne et pour faire ce que les jeunes Allemands ne peuvent plus faire parce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée. Et donc, il manque beaucoup de gens pour travailler et pour faire le travail dans les usines d'armement, fabriquer dans les carrières pour casser des pierres, pour faire des routes et tout ça. On oblige donc toute une série de gens, parmi lesquels les Juifs, à se rendre en Allemagne. On les embarque, on les envoie en train, et là-bas, ils travaillent pour les nazis. Je vous dis tout de suite que les conditions de travail, c'est pas les conditions de travail ici, où on travaille de 8 à 16. Là, on travaillait du petit matin jusqu'au grand soir, dans des conditions
très difficile, avec très peu de nourriture, très peu de boissons, très peu de sanitaires, et s'il y avait quelqu'un qui tombait malade ou qui était blessé, on ne le soignait pas, à la limite, on le tuait sur place parce que ça permettait de faciliter les choses donc pour les Allemands, pour les nazis. Donc, il y a ce service de travail obligatoire, et quand ils sont à Lyon, le facteur prévient mon grand-père qu'il y a une lettre qui l'attend à la poste. Lettre qui l'attend à la poste, il se dit, aïe aïe aïe, ça c'est une convocation pour le travail obligatoire. Il prend pas de risque. En allant à la poste, il a soi-disant un malaise, il s'écroule, on le prend à l'hôpital, et là on ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il fait semblant d'être fou, est-ce qu'il fait semblant d'être malade? Toujours est-il qu'il va rester à l'hôpital, et on va aller d'un hôpital à l'autre, il va rester dans les hôpitaux jusqu'à la fin de la guerre, et ça va lui permettre d'être sauvé comme ça. Donc de ne pas être enrôlé, de ne pas être tué. Donc mon grand-père est sauf, sain et sauf, mais il reste toujours mes oncles, ma grand-mère, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, ma petite cousine et ma mère. Ma maman, elle va à l'école, comme je vous l'ai dit, à Lyon, et elle travaille très bien. C'est une bonne élève, elle est la chouchoute de l'institutrice et du directeur de l'école, la directrice plutôt, et la directrice, elle connaît quelqu'un, elle a un ami qui est aussi instituteur dans le sud de la France, mais tout près de la frontière suisse, dans un village qui s'appelle Messery. Et ce monsieur accepte d'accueillir ma maman, et donc ma maman Hélène va être envoyée, ça se passe pendant les vacances les grandes vacances de 42, elle va fuir vers monsieur Aveline, monsieur Georges Aveline, encore un Georges, qui l'accueille et qui s'occupe d'elle à Messery. Donc, elle est dans le sud de la France, mes parents, enfin les autres sont toujours à Lyon, et à ce moment-là, on faisait aussi ce qu'on appelle des rafles, c'est-à-dire que à certains moments, soit les nazis, soit même les gendarmes français venaient pour attraper le maximum de juifs. Donc ils passaient très tôt le matin, il y avait des dénonciateurs qui disaient, voilà, dans cette maison-là, il y a un juif, dans cette maison-là, il y avait une famille juive, etc. Donc ils débarquaient sans prévenir, ils disaient aux gens, voilà, maintenant vous prenez vos valises et vous venez avec nous. Les gens ne savaient pas pourquoi, on les embarquait dans des camions, et il y a eu une énorme rafle qu'on appelle la rafle du Veldiv. Le Veldiv, c'est le vélodrome d'hiver. Donc à Paris, il y avait un grand vélodrome, donc un grand circuit de course de vélo qui était complètement fermé. Et là, on amène en plein été environ 13 000 juifs dans ce vélodrome. Ils savent pas ce qu'on leur veut, enfin ils commencent à s'en douter évidemment. On leur donne pas à manger, on leur donne pas à boire, il n'y a pas de sanitaire, il y en a qui meurent de faim, de soif, enfin il y en a qui se suicident, c'est la panique. Et après, on sait que tous ces gens vont être envoyés via une gare en France vers un camp d'extermination qui se trouve en Pologne, mais qui est donc sous la domination nazie. Un camp d'extermination, c'est un camp où on amène les gens, et quand ils sortent des trains, on les envoie immédiatement pour les tuer. Sauf certains qui sont, par exemple, des hommes qui sont suffisamment costauds, ceux-là, on va aussi les mettre en esclavage. On va pas les tuer tout de suite, mais dès qu'ils ne sont plus en bonne santé ou qu'ils sont plus capables de travailler, ils vont dans les camps d'extermination. Donc, comme il y a cette grande rafle à Paris, les nouvelles vont vite, et à Lyon, on apprend qu'il y a ça, et donc ils sont de nouveau dans une situation où ils sont en grand danger de vie ou de mort, et il y a
quelqu'un qui les prévient en disant demain, ici à Lyon, il y aura aussi une rafle. Donc, il faut déjà que tous les hommes soient absents parce que les hommes d'office, on va les prendre. Peut-être qu'avec le bébé que vous avez, les femmes et les enfants, on va les garder, mais les hommes doivent être absents. Et quand les gendarmes arrivent, ma grand-mère leur dit, bah, écoutez, non, les hommes, ils sont partis travailler. Bon, mais c'est pas grave, alors vous, donc les femmes et le bébé, valise, on vous embarque. Et là-dessus, ma grand-mère, qui parlait à peine français, qui avait un accent polonais à couper au couteau, mais qui avait beaucoup de touch, elle dit aux gendarmes, écoutez, pas question, il y a une loi française pour l'instant qui dit que les enfants en dessous de 6 ans, on ne peut pas les embarquer. Le gendarme réfléchit, il dit, bon, bah, écoutez, on va vérifier ça, on revient demain. Il est évident que quand ils reviennent le lendemain, toute la famille est partie. Et donc, ils partent et ils rejoignent ma maman à Messery, donc dans le petit village qui se trouve près de la frontière suisse. Mon grand-père, lui, dans son hôpital, il est sain et sauf. Ma grand-mère, elle va rester à Lyon parce qu'elle est trop âgée, elle ne peut pas partir. Elle va passer la guerre dans un quartier qu'on appelle le quartier des Traboules. C'est un quartier ouvrier qui a comme caractéristique très particulière que les maisons avaient 2 entrées. Une entrée vers une rue, et de l'autre côté de la maison, il y avait une autre porte qui donnait sur la rue parallèle. Et donc ça permettait, lorsqu'il y avait des rafles, de fuir par l'autre côté. Donc elle est parvenue, avec des petits boulots de couture, à gagner un peu sa vie et à ne pas se faire arrêter à Lyon. À ce moment-là, donc, ma maman est avec le reste de sa famille à Messery, donc c'est tout près de la Suisse. La Suisse était, pendant la guerre, un pays neutre, c'est-à-dire que il n'était ni avec les nazis, ni avec ce qu'on appelle les alliés qui combattaient les nazis, qui étaient principalement l'Angleterre, la France, et après ça les États-Unis, et aussi la Russie de l'autre côté. Et donc la Suisse était en principe un endroit relativement safe de nouveau, donc vous voyez qu'il fuit d'un endroit à l'autre, mais la Suisse, bien que neutre, avait quand même des règlements, en particulier sur l'entrée des gens sur le territoire suisse. Donc ils étaient neutres, mais ils avaient l'ordre de refouler tous les gens qui essayaient de rentrer en Suisse, sauf dans certains cas particuliers. Par exemple, si quelqu'un avait rentré avec un passeport, ben à ce moment-là, impossible d'avoir un passeport pour passer en Suisse, ou bien s'il avait de façon certaine de la famille en Suisse qui pouvait l'aider à vivre, à survenir à le rejoindre, et donc à ne pas coûter d'argent à la Suisse. Ceux-là, on les laissait rentrer, mais c'était une toute petite minorité. Alors, donc, il fallait donc passer en Suisse, et ils font appel à ce qu'on appelle un passeur. Alors, un passeur, c'est un gars de la région, qui connaît bien la région, et qui connaît les petits chemins. Et ce gars, on lui donne des sous, et il fait le guide pour arriver jusqu'à la frontière. Mais les passeurs, de nouveau, il fallait fort se méfier, parce qu'il y avait des passeurs honnêtes qui faisaient leur boulot correctement, mais les passeurs étaient aussi, c'était très risqué pour eux, parce que si on les arrêtait pour avoir aidé des Juifs à passer la frontière, ils subissaient le même sort. Donc, tout le monde n'était pas à même de faire ça, mais comme M. Aveline connaissait des gens dans le coin, il avait trouvé un passeur qui pouvait faire le boulot. En plus de ça, il connaissait un certain Costa, qui était lui-même douanier à la frontière franco-suisse. Donc, les voilà partis, ma maman, 11 ans, ses 2 frères, le petit bébé, et ils partent avec le passeur, ils partent sous la pluie, dans les petits chemins de montagne, c'est pas évident, et ils arrivent près de la frontière. Et la frontière, il y a juste une rivière qui passe là,
Donc d'abord, dans un premier temps, ils essaient de passer par la rivière et pas par le pont, qui était le passage officiel, si vous voulez, avec les barrières des deux douanes. Ça marche pas, c'est trop compliqué, donc ils remontent et ils s'approchent de la barrière du côté français. Et Costa, donc l'ami de M. Aveline, qui était lui-même douanier, s'était arrangé pour que ce soit l'autre douanier de garde qui fasse le boulot ce jour-là. Comme il pleuvait, ils sont dans un bistrot en train de jouer aux cartes, et le douanier de garde, il est juste en face de la fenêtre pour bien voir les barrières de la douane, et à un certain moment, il voit mes parents qui essaient de passer au-dessus de la barrière, et donc il va sortir, et à ce moment-là, Costa, il sort son flingue, il le met sur la table, il dit « Si tu bouges, je te tue ». Alors le gars, il panique évidemment, il ne fait rien, et c'est comme ça que mes parents sont parvenus à passer en Suisse. De là, ma maman va d'abord être aidée par des cousins lointains qui habitent à Lucerne. Elle va passer quelques mois là-bas, et puis, comme elle est un enfant, elle va pas directement dans des camps de transit, des camps de réfugiés. Le reste de la famille passe d'un camp de réfugiés à l'autre, et finalement, ils se rejoignent tous. Ma maman rejoint ses frères et les tantes et le petit bébé dans le camp de Montana. Et là, ils vont passer le reste de la guerre jusqu'à 45, et puis ils vont pouvoir retourner soit vers Lyon, soit vers Bruxelles. Donc vous voyez, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que il y a eu beaucoup de hasards là-dedans qui ont fait qu'ils sont passés par les mailles du filet, mais il y a aussi, à part le hasard, il y a eu des gens extraordinaires qui ont permis, qui ont été d'ailleurs après ça nommés justes, c'est-à-dire que c'était des gens qui ont pris des risques sur leur propre vie pour sauver des gens qu'ils ne connaissaient pas, hein, mais qui savaient que s'ils ne les aidaient pas, ils risquaient de mourir. Donc, ça c'est à peu près l'histoire de ma maman. Je voulais, concernant mon papa, j'ai beaucoup moins de détails sur son histoire, mais il y a un épisode quand même très très effrayant que je voudrais vous relater concernant mon papa. Donc il habitait en Belgique, à Bruxelles, près de la place Barra, près de la gare du Midi, et à un certain moment, il y a aussi une rafle. Donc, mais là, c'est une rafle dans la rue. Des gendarmes ou des policiers prennent toute une série de gens dans la rue donc ils emmènent tous les juifs à ce qu'on appelle la Kommandantur. Kommandantur, c'est le commissariat, si vous voulez, de la police allemande dans les pays occupés. Et on les emmène tous dans un camion, et il a la présence d'esprit, il y a une couverture dans le camion, il a la présence d'esprit de se cacher en dessous de la couverture et de rester là. Et au moment où on vide le camion, il reste sous la couverture, il bouge pas. Il dit peut-être qu'on n'a pas vu que je suis là. Et effectivement, il attend, on ne sait pas très bien combien de temps, mais il se passe rien. Il dit bon ben peut-être que ça va aller. Donc doucement, il sort de sa couverture, il descend du camion. La porte de la cour était ouverte, il sort de la cour, il va sur le trottoir. À ce moment-là, il y a un gars qui l'interpelle, qui dit qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis perdu, ah, ou tu vas où? Je dois prendre le tram pour aller à la place Barra, mais bon, j'ai pas d'argent. Et le gars lui donne même une pièce pour prendre le tram. Et ce qu'on saura après, c'est que le fameux bonhomme qui lui a donné des sous, on l'appelait le Gros Jacques, et c'était un juif qui lui-même dénonçait les autres juifs aux Allemands, aux nazis, pour sauver sa peau et pour gagner des sous. Donc, vous imaginez un petit peu la situation. Donc mon papa Gaston prend le tram, il retourne vers chez lui, et il descend à l'arrêt du tram à Place Barra. Et qui est là à l'arrêt du tram? Sa maman, ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle faisait là?
elle avait appris que mon père avait été pris dans une rafle, elle allait prendre le tram pour aller le rechercher à la commande d'un tour. Donc vous imaginez le hasard, hein, parce que si elle était allée, elle aurait été prise avec tout le monde, elle aurait si, elle serait partie, on l'aurait également assassinée. Donc les hasards jouent, mais les gens qui ont aidé les Juifs, c'est très important de souligner ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Tout ça pour dire que s'il n'y avait pas ces hasards, s'il n'y avait pas eu des Justes, mon papa, ma maman, ils seraient morts. Enfin, maintenant ils sont morts, mais ils seraient morts pendant la guerre. Mon frère et moi, on n'existerait pas. Julien et Caroline non plus. Et Georges et Adèle, vous ne les connaîtriez pas, parce qu'ils n'existeraient pas non plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je suis ouvert à toutes les questions que vous pouvez poser. Alors, d'abord, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, ou des questions à discuter, mais toutes les questions sont valables. Oui, écoute. Ah ben les photos, ben, j'ai pris ces photos parce que la petite fille là, c'est ma maman. Et la photo à gauche, c'est un groupe. Mon papa, lui, était, après la rafle à laquelle il a échappé, on l'a caché dans un orphelinat. Et il était, donc ça c'est le groupe avec un faux nom, on l'a caché là parce qu'il fallait pas qu'on sache qu'il était juif. Donc c'était pas Schreiber, c'était Schreiber, ou Scriver. Et donc j'ai pris ces photos-là que j'ai retrouvées. Oui, vas-y. Hanouka? Pendant la guerre, à mon avis, oui, mais probablement de façon cachée, parce qu'évidemment, il fallait pas qu'à cause de ça, on les reconnaisse et qu'on les enferme. Mais, mais pas alors, on peut parler de qu'est-ce que c'est qu'un juif. Alors, le juif, ça peut être une religion. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui sont religieux, juifs religieux. Tous les juifs sont pas religieux. Moi, je suis pas religieux. Il y a des juifs athées, il y a des juifs traditionnalistes, c'est-à-dire des juifs qui sont pas forcément religieux, mais qui font les fêtes, comme Hanouka, comme Pessah, comme la Nouvelle Année, etc. Oui. Oui. Alors moi, je suis né 8 ans après la guerre. Je suis né en 53. La guerre a terminé en 45. Donc, et mes parents n'ont très peu parlé de tout ça parce que ça les a tellement choqués qu'ils voulaient pas que nous soyons impliqués là-dedans. Oui, t'écoute. C'est quoi? Hanouka, c'est une fête où on fête les lumières. Donc c'est une fête qui reprend une vieille histoire où il y avait une petite lampe, il n'y avait plus de l'huile que pour une journée, et parce que toute l'huile avait disparu sauf une journée, et bizarrement ou par miracle, cette petite flamme est restée allumée pendant 8 jours. Et donc, on allume les bougies tous les jours pendant 8 jours. D'abord une bougie, puis 2 bougies, puis 3 bougies. Ça, c'est Hanouka. C'est une fête qui reprend un épisode historique des Hébreux, des anciens. Vas-y, dis-moi. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, moi, je n'ai pas je ne sais pas qui, je n'ai pas leur nom, parce que, encore une fois, ils en ont très peu parlé. Mais il y a, dans le groupe, il y a de gens qui y ont parlé dans les écoles. Mon ami Jacques, lui, c'est pire que ça. Ses parents ont été dans les camps de concentration, et lui, il a perdu, pas ses parents, sinon il serait pas né, mais il a perdu une sœur, il a perdu tous ses cousins. Il y a sur 12 personnes, il y en a 10 qui ont été éliminés. Vas-y.
Ben, ils étaient enfants, donc ils n'ont pas eu la possibilité vraiment d'aider, mais il y a pas mal de juifs. Pardon? Euh, je pense, enfin, ils étaient en contact avec ce qu'on appelle la résistance. Donc la résistance, c'était des gens, des civils, qui n'étaient pas dans une armée, mais qui s'armaient et qui essayaient de se battre contre les nazis avec les moyens du bord. Mais je n'ai pas dans l'histoire, je ne pense pas qu'ils étaient impliqués personnellement dans, dans, dans ça. Dis-moi. Quand mes parents sont morts, alors, mon papa, il est mort à 78 ans, donc j'avais 78 ans, 80, je sais plus, je sais pas calculer, hein, 50, 55, c'est comme ça. T'écoutes? Les plus grands moments d'angoisse. Mais à mon avis, pour mon papa, c'était cette histoire de camion, hein, quand il s'est retrouvé qu'il a lui-même failli être embarqué vers les camps de concentration. Pour ma maman, encore une fois, ils en ont très peu parlé. Je pense qu'ils ont vécu dans une angoisse constante pendant toute la durée de la guerre. Et chaque fois qu'il y avait une menace directe, probablement qu'ils étaient beaucoup plus stressés. D'accord? Donc tous les éléments que j'ai évoqués, chaque fois que, bon, ils sont à un endroit, ils sont plus ou moins, on leur fout plus ou moins la paix, et puis tout à coup, il y a une menace directe qui pèse, et là, ils doivent fuir. Donc ça, c'est chaque fois d'un moment, évidemment, très stressant. Oui? Vas-y? Ouais. Comment il a fait pour est-ce qu'il savait que mon papa Eh bien, c'est une très bonne question. En fait, non, il ne le savait pas, parce que c'était un petit enfant blond. D'abord, on peut parler ce qu'on appelle les stéréotypes, c'est-à-dire que dans la tête de certaines personnes, tous les juifs, ils ont un grand nez, ils ont des grandes oreilles, ils ont les dents qui viennent. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Mais c'est une idée comme ça. Il y a certaines caractéristiques physiques, mais qui sont pas du tout euh, importantes. Je sais pas si tu me vois dans la rue, est-ce que tu vas dire celui-là c'est un juif ou c'est pas un juif? Ben, lui non, parce que c'est évident que si le grand Jacques avait su que mon papa était juif, il l'aurait jamais laissé partir et donné en plus une pièce pour prendre le tram. Hein. Donc mais je crois que le gros Jacques, il a pas mal encaissé à la fin de la guerre parce que on n'a pas très apprécié son action, son activité. Oui, vas-y. Oui. Le douanier, tu veux dire? Oh, je pense que il n'a rien dû lui arriver, je sais pas, hein, mais j'imagine que il y a rien dû lui arriver parce qu'en fait, il y avait que les deux, il y avait que Costa et lui, et donc il y avait pas de supérieur pour dire t'as pas fait ton boulot, t'aurais dû les arrêter, hein, parce que si il se dénonçait, ben c'était contre lui. Donc je pense pas qu'il ait eu des problèmes. C'est des détails que je ne connais pas. Oui, dis-moi. Je sais pas, mais enfin, c'était visiblement quelque chose de connu à Bruxelles. La preuve, c'est qu'il avait un nom, comme ça, le gros Jacques, c'était Jacques, je sais plus comment, mais on savait que c'était un salaud, qu'il dénonçait ses propres amis ou en tout cas les autres juifs pour échapper à la déportation et pour se faire de l'argent. Mais il y a des traîtres dans toutes les situations, hein. Il n'y a pas de règle pour ça. Oui, alors, dis-moi.
Comment on savait qu'ils étaient juifs? Ben, quoi, tu veux dire quand il y avait des rafles, quand on les arrêtait? Oui. Pour différentes raisons. Parce que parfois ils faisaient aussi, ils faisaient des fêtes juives et on le savait, ou parce que ils ne se cachaient pas forcément vis-à-vis de la population générale, si tu veux. Hein, ils se cachaient vis-à-vis par rapport aux nazis, aux occupants. Mais parfois, enfin, les choses n'étaient pas aussi cachées. Les gens, ils allaient à l'école, on parlait, etc. Donc, c'était pas très très compliqué de savoir s'il y avait des juifs ou pas à ce moment-là. Bon, ils essayaient de se cacher comme ils pouvaient, mais c'était pas facile de cacher ça complètement. Oui, 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 oui. Oui, Vous savez, tout à l'heure, je disais effectivement que mes grands-parents habitaient à la Pologne à la base, et comme tous les pays de l'Europe de l'Est, euh, on a senti, déjà bien même avant les années 1200, des tensions des populations locales à l'égard des personnes qui étaient juives, qui allaient dans les synagogues, on sait bien qu'elles avaient une chose différente, on leur en voulait historiquement, comme ça, depuis très longtemps, et il y a eu comme ça toute une série de déconfitations sur la population, comme je disais, on les insultait, on se moquait d'eux, on les maltraitait, on a laissé des pièces dans les carreaux des maisons, des magasins, etc. Il y a eu comme ça des mouvements massifs qu'on a appelés les pogroms. Et donc ces populations juives dans ces pays-là, pour certaines d'entre elles, elles se sont senties de plus en plus mal dans les régions où elles habitaient, et elles ont quitté leur région natale. Ça pouvait être la Pologne, ça pouvait être la Roumanie, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Et certains ont préféré ne pas rester dans cette ambiance qui était vraiment délétère, c'est-à-dire désagréable, dangereuse même, à un moment, pour revenir et puis, comme M. Schröder l'a dit, en Allemagne, la situation politique a changé progressivement à partir de 1933 certainement, où Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Et il est arrivé avec toutes ces idées qui étaient notamment la FDJ, pas que d'ailleurs. Tout à l'heure, bien, dans le programme des nazis, il était écrit qu'il fallait absolument se débarrasser des juifs, parce que eux d'ailleurs, eux massivement, parce que vous savez quels sont d'autres groupes qui étaient comme ça l'objet de la haine des nazis, oui. Les handicapés, les homosexuels, oui, les qui avaient un problème mental, oui, les Tziganes, très bien, ça veut dire quoi, drôle, parfait, très bien, d'accord, ils ne sont pas encore très très nombreux en Europe, mais quand même, il y en avait, oui, ça veut dire quoi, pas la même religion, pas tout à fait pour les Allemands. C'est pas très clair chez les nazis, justement, par rapport avec la vision. Mais en tout cas, ce qui n'est pas les mêmes idées, ce qu'on appelle les opposants, les opposants politiques. Hein. C'est facile de gouverner un pays si on n'a pas d'opposition, donc ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'idée de la militaire, on les et donc, quand Hitler a commencé à envahir un premier pays, un second, chaque fois qu'un pays était envahi, il était sous domination allemande, les règles dans ce pays-là changeaient aussi, et notamment dans l'émission, il y a eu un moment où les Juifs ont été d'abord plus ou moins invités, et puis après forcés à aller s'inscrire sur des registres dans les communes. Et donc on devait, sous peine de sanction, on devait aller à la commune, dire ben moi, Robert Schreiber, d'abord, moi, tel, je suis juif. Donc on écrivait sur sa carte d'identité en grand et en couleur.
Alors, donc, c'est quelque chose qui était du coup recensé, et on savait que Robert, dans tel, il habitait à telle rue, dans tel appartement, et que donc, il suffisait de s'y rendre pour aller cueillir. En plus, dans ce cadre-là, les nazis avaient instauré l'obligation du port de l'étoile jaune. Donc c'était une étoile qu'on devait coudre sur son vêtement avec écrit Jude, de nos juifs, de manière à ce que justement on puisse les reconnaître sans aucun doute. Et il y a eu une action de pas mal de bourgmestres de la ville de Bruxelles qui ont refusé. On dit non, nous on refuse d'obliger les juifs à mettre l'étoile jaune. Et j'ai un ami qui a encore l'étoile jaune de sa maman dans son salon encadré. C'est assez... Alors, les choses se sont faites progressivement, pas venu comme ça du jour au lendemain. On a mis des règles en place. Nous, on a des dessins, et puis après, on a sanctionné aussi. On a menacé. Non seulement il fallait s'inscrire, en plus il fallait payer. Il y a eu des taxes pour faire un changement certainement, etc. Et puis, l'étoile jaune, ça revient un petit peu après. Donc, on a vraiment fait les choses progressivement. Et puis, si on parle effectivement de la distance de certains bourgmestres, dont un de nos bruxellois d'ailleurs, qui ont d'ailleurs été prisonniers et envoyés dans le camp de travail, qui sont revenus du camp, pour notamment deux très connus entre eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être un peu, il a parlé des races. Donc, à un moment donné, on bouge un quartier, hop, ça passe partout, et puis l'info, c'est vrai, et puis hop, pendant les soldats allemands, c'est beaucoup, pendant les gens d'appartements, maison, sort, on est dans la rue, avec quelques affaires pour faire un voyage, qui ne connaissent pas la situation. La situation a été très très différente à Bruxelles de ce qui s'est passé en Flandre ou en France. En France, la police a été très collaborante avec l'occupant allemand. En Flandre également, à Anvers récemment, il y a eu énormément de juifs belges qui ont été capturés, rappelés à Anvers. À Bruxelles, il y a aussi eu des rafles. Elles ont été moins efficaces qu'en France ou qu'en Flandre. Les bourgmestres ont par exemple aussi dit nous, on n'est pas d'accord que la police locale collabore à cela en prétextant qu'on avait trop de travail ailleurs, d'autres tâches. Donc on a du coup eu des rafles qui n'étaient menées que par les Allemands, dans des quartiers qui étaient un peu moins bien, avec un petit peu moins de main-d'œuvre personnelle pour encadrer ces rafles. Et du coup, sur Bruxelles, beaucoup de gens ont été rappelés malheureusement, mais moins que ce soit rituel si on a vu une collaboration. Oui. Vas-y. Oui. Liliane. Ben, ma tante avait le bébé dans les bras, elle peut le passer à mon oncle. Il partait. Bon, c'était évidemment une situation très difficile, mais c'était une question de vie ou de mort, donc ils n'ont pas hésité. Ils sont partis dans les petits chemins. Il y avait à peu près, c'était pas très très long, hein, c'était quelques kilomètres, mais dans la montagne, les petits chemins de montagne. Oui. Non. Non, non, parce que j'étais à Bruxelles et là, à cette époque-là, on n'a pas vu le contrôle. Ouais. Libre. Ah, ben dis donc, vous savez des choses là. Voilà. Et donc Maréchal Pétain était un grand personnage qui était aimé par beaucoup de gens parce que c'était un héros de la guerre 14-18. Et donc, on l'a nommé président, mais pour pouvoir garder ce côté soi-disant libre, comme je vous l'ai dit, il a dû accepter beaucoup de règles imposées par les nazis, et en particulier vis-à-vis des Juifs.
il n'a plus que les accepter, Oui, oui. soumettre. Ouais. Vraiment Proactif. collaborer Ouais. activement, Ouais. évidemment, c'est partage. Oui. Pardon? Les moments de joie, mais je pense qu'elle a vécu, par exemple, quand elle était chez Georges Aveline à Messery, là c'était le bonheur complet. Elle était avec un monsieur fantastique. C'était les vacances d'été dans le midi avec quelqu'un qui s'occupait d'elle, même si elle savait que le reste de sa famille était loin, mais ils étaient plus ou moins safe. Et d'ailleurs, monsieur Georges Aveline, ma cousine Liliane, dont je vous ai parlé, qui était le petit bébé, après la guerre, et même très longtemps après la guerre, s'est dit, Georges Aveline, c'est quand même un bonhomme assez extraordinaire, je vais essayer de voir s'il vit toujours. Elle a commencé à chercher Georges Aveline. Il y avait dans le bottin de téléphone, il y avait 80 Georges Aveline. Elle déjà était contente, elle pensait qu'il y en aurait 300. Et elle envoie 80, elle dit bon ben je vais téléphoner. Le premier, ah non, rien à voir. Le deuxième, non, il est mort, c'est pas lui. Troisième, c'est sa fille qui décroche. Ah ben oui, monsieur Aveline, c'est mon papa. Il habite à Nantes, il est retraité, évidemment, il est déjà très vieux. Et ma cousine Liliane est allée jusque-là pour l'interviewer, pour lui poser des questions sur l'histoire. Et donc on a appris que c'était un homme qui avait sauvé plusieurs personnes, et elle, ma cousine, a fait les démarches pour que justement ce monsieur soit nommé juste, puisqu'il y avait une procédure qui permettait à certaines personnes de recevoir la qualification de juste pendant la guerre. Donc, ce sont donc tous des gens, comme je vous ai dit, qui prenaient des risques sur leur propre vie pour sauver des gens avec lesquels ils n'avaient aucun rapport de famille ni d'amitié au départ. Oui. Est-ce que vous croyez que vos parents préféraient le rationnement ou maintenant Attends, j'ai pas très bien saisi. C'est mieux de faire la pub pendant 2 heures pour aller chercher peut-être quelque chose qui va se rendre dans ce magasin avec des tickets de rationnement. Donc vous savez, la question de oui, on va y aller. Oui. Donc, on ne peut pas y répondre vraiment en disant finalement, le système de vie, il va y avoir un magasin, je trouve que les talents de vie, Oui, le bébé, je vous dis, c'est ma cousine Liliane, dont je vous ai parlé, qui vit toujours à Lyon, qui est mariée, qui a trois garçons, et c'est elle qui est allée, c'est elle qui m'a raconté à moi toute une série de choses. Évidemment, elle n'a pas de souvenir direct, mais elle a fait une enquête et elle a retrouvé toute une série de détails. Et son mari, d'ailleurs, lui, était un juif du Maroc, et ils ont une histoire tout à fait différente, mais il a écrit aussi un livre sur sa vie pendant la guerre. Et dans ce livre, il y a une petite partie qui est consacrée à la fuite de sa femme, donc ma cousine, avec le passage vers la Suisse. Donc elle vit toujours, et j'ai encore eu au téléphone cette semaine parce que je paniquais en devant venir vous parler, pour avoir certains détails. Et donc c'est elle qui a fait la démarche pour que M. Aveline soit nommé juge. Oui, je t'écoute. est-ce que vos parents ont gardé D'abord l'étoile, eux n'ont pas dû la porter. Des tickets, non, mais j'ai des papiers qu'on a retrouvés par des archives en Suisse sur
leur passage dans les camps de réfugiés. Donc, c'est en allemand, j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai certains documents parce que il y a des archives qui ont été gardées. J'ai aussi une archive sur mon papa qui, comme je vous l'ai dit, a été après le, après la rafle, a été caché dans un orphelinat, donc la photo là, et j'ai un écrit administratif donc qui dit voilà, Gaston Schreiber, sous le nom de Gaston Schreiber, a été caché de telle date à telle date dans l'orphelinat de Montmilly, etc. Madame de Sutter. Oui, oui. Les institutrices. Non, j'ai su ça aussi par via ma cousine, mais je n'ai pas de souvenir qu'elle ait recherché la directrice et l'institutrice de Lyon. Pardon? Ah oui, sûrement, sûrement. Oui, oui, sûrement, sûrement. C'était donc le petit détail, Aveline était aussi franc-maçon et on sait que les francs-maçons ont beaucoup agi pour le sauvetage des Juifs en la guerre. Alors, suivant. Oui. Non, non, c'était une école communale. De toute façon, pardon? Ma maman, si, hein? Ma maman, si. Oui. Mais bon, je pense pas qu'il y avait encore des écoles juives dans la France occupée ni dans la France soi-disant libre. Ouais. Il a été obligatoire pour les Juifs de ne plus fréquenter que des écoles juives, et puis après, ces écoles ont été tout simplement interdites. Progressivement, pas mon rythme, mais progressivement. Oui. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'école juive. Plus le droit d'initier ce métier, non plus d'enseignement, soit des enseignants dans une école même à primaire, secondaire, le premier de leur métier à être interdiit, c'était dans l'université, l'avocat, etc. Tous ces métiers-là ont dû être rapidement avancés. Oui, mais les juifs étaient interdits d'accès à l'université aussi. Hein. Et les gens ne pouvaient pas, par exemple, travailler pour un patron juif. Donc les... Oui, suivant. Dis-moi. Ça, je n'ai pas d'informations particulières, mais je pense que c'est un peu comme partout. Il y avait des gens qui devaient être sympas et d'autres pas sympas. Mais je ne peux pas répondre à ta question de façon précise. C'est intéressant que nous justement, il a dit pourquoi les gens n'avaient pas envie de parler de ça dans les détails après la guerre. Parce que beaucoup d'entre eux avaient tellement perdu autour d'eux tellement de gens, de leurs familles proches, éloignés, de leurs amis, de leurs voisins, etc., que les survivants voulaient tourner une page. Ils voulaient vivre vers l'avenir, vers leurs enfants. Mais donc mon père, lui, n'a jamais dit un mot de tout ça. On l'a su par la bande. Ma mère a un petit peu parlé, mais pas beaucoup. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont restés totalement muets, d'autres pas, d'autres ont raconté. En cité, vous avez de trois personnes comme ça, qui ne sont pas numérotés pas dans l'ordre de numérotation de la vie, mais c'est pas tout à fait un livre, c'est pas poétique. Mais sinon, on m'a tout ça plus moi. Et l'histoire d'enfants qui découvrent un tatouage, de l'accent, du grand-père, des personnes qui posent des questions,
c'est caché, des parts de protection. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient dans le cas et patrimoine. C'est pas du tout un cas isolé que des parents, après la guerre, n'aient pas eu envie de transmettre dans le moindre détail tout ce qui avait été vécu. Il a parfois fallu creuser, attendre parfois très très tardivement. Les gens on voit des yeux quand ces gens ils disaient maintenant, moi je vais montrer, je ne peux pas emporter ça dans ma tombe, c'est quand même une chose essentielle à communiquer à mes enfants, mes petits-enfants, etc. Mais il y a vraiment pas énormément de temps. Mais oui. Non, parce qu'ils n'ont pas été déportés dans les camps, notamment le camp d'Auschwitz ou d'autres camps où on tatouait un numéro. Donc eux n'ont pas de numéro sur le bras. On tatouait comme maintenant, hein, avec une aiguille et de l'encre qu'on piquait pour faire des petits trous dans lesquels l'encre rentrait et restait en permanence. Donc c'est un truc qui reste en permanence. Hein. Donc les tatouages, les gens qui sont encore vivants maintenant, ils ont toujours leur tatouage sur le bras. Il y avait des juifs qui occupaient le rôle, qui étaient désignés pour ça, à l'accueil d'autres juifs dans les camps de concentration, qui étaient obligés de faire ça en arrivant dans les camps. Pour ceux qui n'étaient pas éliminés des documents, c'est juste une guerre des enfants, les familles, le truc, éliminer des documents, tous les jours, allaient recevoir un niveau qui, d'ailleurs, on a parlé de ce dans Garçon Étoile, ce numéro, c'était leur identité, vous pourrez plus calculer. On ne les appelait plus que comme ça, et quand on faisait l'appel, il ne fallait pas dire Roméo, je suis là, non, numéro, et il fallait le dire en allemand, alors que parfois on n'avait pas du tout la moindre notion d'allemand. Il fallait d'apprendre très rapidement à répéter par cœur un numéro. Et c'était un moyen aussi de déshumaniser les gens. Donc ils n'avaient plus d'identité en tant qu'homme ou en tant que femme, ils étaient un numéro. C'est que dans la que le petit garçon dit, à un moment donné, ne voyait plus en moi que l'étoile que je portais. Tout le reste avait été ignoré, même invisible. Un coup, mais non, sans ta faute, après, ça fait sans la difficulté, la complexité, sans un tatouage, ça fait même un titre de fait, on peut faire un tatouage, de ce qui est comme une question dans sa vie. Oui, et puis il y a les tatouages du Maroc ou de Tunisie où on met simplement du henné, hein, mais ça c'est des trucs qui disparaissent, hein, qui se lavent. Oui, le rafle. Eh bien après, j'ai pas beaucoup de détails. Tout ce que je sais, c'est que on l'a envoyé, il a été sauvé parce on l'a mis dans un orphelinat. Hein, on est parvenu à le faire rentrer dans un orphelinat sous un faux nom. Donc il s'appelait plus Schreiber, il s'appelait Schreiber avec S-C-H-R-Y et un autre nom. Et il était dans cet orphelinat avec tout un groupe. On s'occupait d'eux, on faisait l'éducation, l'école, etc. Et après ça, de nouveau, je ne sais pas où il a été, je pense qu'il a encore été caché dans une autre famille. Et à la fin de la guerre, de nouveau, sans aucun détail, il s'est aussi retrouvé en Suisse. Mais vraiment tout à la fin de la guerre.
Oui. Pardon? Oui, oui, oui. Oui, oui. Enfin, les enfants qu'on n'éliminait pas tout de suite, parce que la plupart des enfants, ils allaient tout de suite dans les, on les éliminait, on les tuait. Hein. Mais ceux qui étaient encore plus ou moins capables de faire, par exemple, du travail, hein, les adolescents, ben, s'ils restaient en vie, on les tuait aussi. Non, les tout petits enfants, malheureusement pour eux, on les éliminait tout de suite. Hein, il faut savoir que les trains qui arrivaient dans les camps de concentration, les camps de concentration, c'était des camps où on les gardait vivants, dans des conditions effroyables, et il y avait les camps d'extermination, où quand ils arrivaient, on les envoyait tout de suite, comme je l'ai dit, pour se faire tuer. Et donc il y avait des camps de concentration et d'extermination, mais donc on les accueillait en fanfare, hein, il y avait un orchestre comme s'ils étaient la fête. Et puis en fait, on disait de déshabillez-vous, on va vous donner une douche parce que vous êtes sale en sortant du train. Et en fait, on les amenait dans des chambres à gaz, donc soi-disant des grandes douches collectives, mais ce qui sortait des pommeaux, c'était pas de l'eau, c'était du gaz toxique. Et donc ils mouraient dans des souffrances atroces. Et puis on les brûlait et on les éliminait comme ça. Moi. Attends, je ne m'entends pas. J'ai pas entendu le début. Oui. Ça, j'en sais strictement rien. Je pense qu'on a dû lui dire, tu n'en parles pas, pour qu'il n'y ait pas de risque, mais c'était dans un endroit fermé, donc je pense pas qu'il y avait un risque, mais je ne sais pas du tout s'il le savait ou pas. Oui. Absolument. Donc les conditions, c'était, comme je vous dis, c'était des trains, mais c'est pas des trains avec des banquettes et hein, c'était des trains pour transporter des bestiaux, des vaches. Donc c'était tout en bois, avec une toute petite fenêtre, une porte en bois qui se fermait et qu'on fermait, fermait avec un cadenas. Et puis les gens restaient là-dedans, sans eau, sans nourriture, sans sanitaire, et ça durait. Et là, les trains, c'était des trains très lents, hein, c'était pas un TGV ou un Thalys, donc ça mettait des jours pour arriver jusque dans les camps qui se trouvaient en Pologne ou en Allemagne. Et pendant toutes ces périodes-là, sur ces périodes-là, les gens, euh, c'était des conditions atroces. Donc il y en a qui mouraient dans le train, il y en a qui essaient de se suicider, il y en a un ou deux qui sont parvenus à sortir, à sauter du train, mais c'est vraiment l'exception. La plupart sont arrivés là et on les a éliminés. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a un ou deux qui sont parvenus à sortir par une toute petite fenêtre qui était en hauteur. Ils sont parvenus à se faufiler et s'ils mouraient pas en tombant, il y en a un ou deux qui sont parvenus à s'échapper et qui étaient encore vivants à la fin de la guerre. Des résistants? Oui, je pense que c'est arrivé, oui. Tout à fait. C'est arrivé. Merci à vous. Merci d'être attentif. Voilà. Merci, M. Valillet. Vous avez réussi parfaitement à surmonter le petit au départ. Alors vous savez peut-être, mais l'école du centre aussi a un peu une histoire en la matière, puisque les enfants, je pense même d'ailleurs que les enfants de 5 avaient
scolarisé, qui a été scolarisé dans le faux, plusieurs pays d'ailleurs, donc, vous avez déjà parlé, je pense, à l'éducation chrétienne et à l'éducation chrétienne, avec énormément de recrutements possibles, qui fait que, dans lui est allé dans le temps, il a eu la chance d'en revenir, déjà, disons, de la marque de la mort, à la tête du temps, etc. Aronis, c'est ça. Aronis, tout à fait, et donc, il est devenu la double à l'école témoigner, et on a pu retracer un petit peu son histoire, donc c'était quand même un petit cadeau de remerciement avec ce petit livre qui est Ah ben voilà, je ne connais pas. un petit élément d'histoire aussi de l'école qui j'imagine, Merci beaucoup. Aussi. Pour vous remercier donc, pour ce témoignage précieux. Les enfants, c'est important. Et puis au-delà de tout ça, c'est intéressant vraiment de se rendre compte que ce genre de choses est arrivé et que souvent, que malheureusement, l'histoire est un éternel recommencement et qu'il y a des situations dans lesquelles aujourd'hui on se trouve dans certains pays qui ne sont pas très positifs, très engageants, mais que vous aurez très rapidement un rôle aussi à jouer. Faire en sorte que la démocratie, la liberté, la solidarité, la bienveillance, l'acceptation de l'autre, etc., anime de la vôtre, pas la vôtre, de disponibilité active, un grand homme qui a été parmi ceux qui ont écrit la déclaration des droits de l'homme, Stéphane Hussein, qui a d'ailleurs préfacé le livre de la a aussi écrit un tout petit ouvrage, mais qui s'appelait Indignez-vous. En fait, Indignez-vous. C'est un livre, c'est encore un petit livret, encore 2 heures, mais c'est extrêmement important. C'est une capacité de l'être humain, de voir l'être humain à de s'indigner par quelque chose qui ne sera pas acceptable, qui ne pas collaborer, ne pas faire des moutons retenus dans les situations où c'est un individu seul, ou facilement à plusieurs, on s'indigne, on se révolte. J'ai moi une petite question parce qu'on a parlé des stéréotypes et des enfants qui étaient harcelés parce que juifs. Je veux savoir si vous-même vous avez déjà vécu des situations où vous étiez harcelé. Non? Eh bien, vous avez beaucoup de chance parce que je pense que c'est pas le cas dans toutes les écoles. Oui? Oui? Et après, moi, je rigole de ça dans cette défense. La défense publique, même si ça te plaît, c'est
Mais le harcèlement, en général, c'est pas justifié par quelque chose de réel, hein. C'était des idées qu'il y a dans la tête des gens qui font qu'on pense que celui-là, il est comme ci ou il est comme ça. Mais quand on va creuser un petit peu, en général, il n'y a pas de réelle raison. Oui. Moi, justement, j'étais à l'école et j'étais avec mes amis, avec les autres. Donc, il y avait une balle, donc ils sont sortis à l'intérieur. Il y avait des gens, ils m'ont pris, et lui, il a dit, c'est pas cool, on dit nous, après il m'a traité de salarié. Les gens de l'extérieur de l'école. Oui. Les jeunes, ça fait ça. Ouais. Ok. Merci. Merci à vous. Voilà. C'est ton t-shirt qui a le nom du juste là. Costa. C'est le nom du douanier qui a sauvé mes parents. Merci encore à vous pour votre attention. Allez. C'est bon maintenant, c'est dans la boîte. Oui. Ça va être C'est la première fois. C'est marrant, ils vont chercher ce matin, et à l'oral, ils vont chercher des détails comme ça, des choses qui finalement pas très intéressantes, très importantes dans le déroulé de l'histoire, et qui pour eux sont des pierres d'achoppement dans l'histoire qui se construit. Et c'est pour ça que faut toujours insister sur le fait qu'il n'y a pas de question, mais dans la métier aussi. Avec plaisir, merci à vous. Allez, chouette. Ouais, c'est super posé là-bas. Allez. Merci à vous. Merci à vous. Oui. Ah oui. J'ai répété et alors ma femme m'a fait plein de critiques. Mais, oui. Elle